Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement équestre. Ici, nous partageons une vision holistique de l'équitation, c'est-à-dire dans une approche globale, systémique, considérant les relations de cause à effet du système humain à dos de système équin, pour un perfectionnement à la fois technique et éthique. Je m'appelle Romain Bamaison, j'ai été cavalier professionnel de saut d'obstacles et j'ai eu la chance d'apprendre auprès de grands maîtres de l'équitation. Aujourd'hui enseignant, coach et sophrologue, j'ai créé la méthode sophroéquitation pour mêler techniques équestres pures et rigoureuses à la sophrologie et au développement personnel. Cette méthode développe un équilibre entre le corps, le mental, les émotions et la technique équestre au service d'une équitation plus harmonieuse, légère et en fonctionnement avec le mouvement. J'organise des stages pour les cavaliers et forme des enseignants à la méthode. Emprunter ce chemin est une source de joie, de bien-être et de performance pour les cavaliers et leurs chevaux. Retrouvez toutes les informations sur le site sophroéquitation.com. Très bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'enseignement moderne de l'équitation. Qu'est-ce que l'enseignement de l'équitation est en train de trouver comme tournant aujourd'hui? Du coup, j'ai eu envie d'en parler avec Hélène Bourgoin. Salut Hélène, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, très bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Je suis ravie d'être avec toi. Bah, merci à toi. Quand j'ai songé à ce sujet, j'ai directement pensé à toi. Du coup, je te propose de te présenter et je pense qu'on va comprendre pourquoi j'ai pensé à toi. Ok, ça marche. Et ben donc moi je suis Hélène. Donc aujourd'hui je suis enseignante indépendante. Voilà, ça c'est une partie de mon activité professionnelle. Et l'autre partie, en fait, je crée des contenus pédagogiques pour les enseignants. Donc il y a tout un tas de contenus différents, donc des fiches pédagogiques, des carnets de suivi, des formations. J'ai également aussi un podcast qui s'appelle Secret de carrière où j'interviewe aussi des enseignants, voilà, qui ont des histoires un petit peu particulières. Et puis c'est vrai que je me suis spécialisée dans le hunter parce que bah, le hunter, ça correspondait vraiment aux valeurs, je pense qu'on va en parler des valeurs dans l'épisode, mais voilà, ça correspondait vraiment à ce que j'avais envie de partager aux cavaliers. Et je trouvais que pour les chevaux, voilà, c'était bien. Pour la cavalerie de club aussi, c'était bien. Donc voilà, j'ai passé un brevet fédéral d'entraîneur hunter, chef de piste, juge. Et voilà, aujourd'hui, je suis un petit peu plus spécialisée dans le hunter. Après, j'emmène aussi, tu vois, hier, j'étais en CSO avec des cavaliers. Voilà, CSO hunter, mais plus hunter quand même. Ok. Et tu as aussi écrit 2 bouquins Et à oui, j'ai propos de aussi écrit deux l'enseignement de livres, c'est vrai. l'équitation. Ouais, j'ai aussi écrit deux livres. Le premier est sorti en 2017. Il s'appelle le livre du nouvel enseignant d'équitation. Et puis le deuxième est sorti en septembre dernier qui s'appelle Enseigner passionnément l'équitation. Et c'est vrai que j'ai à cœur en fait bah, d'accompagner aussi les enseignants dans leur métier. C'est pas forcément un métier facile. On sait qu'il y a beaucoup de turnover. Donc voilà, j'essaye de donner un peu des outils qui ont fonctionné sur moi. J'essaye de les partager au plus grand nombre de personnes qui me suivent. Ok. Merci Hélène. Alors du coup, si on devait introduire tous les deux ce sujet pour les cavaliers et les enseignants qui nous écoutent, aujourd'hui, tu dirais quoi là sur la situation de l'enseignement d'aujourd'hui, toi qui es en contact avec pas mal d'enseignants? C'est quoi l'enjeu? Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de s'adapter vraiment aux nouvelles tendances. Il y a beaucoup de changements aujourd'hui sur la société actuelle. On voit que les gens, par exemple, ont beaucoup moins d'enfants, ce qui veut dire que, bah, il y a aussi beaucoup moins d'enfants dans les centres équestres. On l'a vu à la rentrée dernière et ça a été vérifié par la fédération, où il y a eu plus d'adultes inscrits par rapport aux autres années, alors que le nombre d'enfants est plutôt en baisse. Donc ça veut dire que nous, il va falloir qu'on propose aussi bah, des produits qui soient adaptés aux adultes, que ce soit tant dans leurs envies que leurs besoins, mais aussi leur emploi du temps. Et puis, ben, c'est aussi bien sûr le bien-être animal qui est vraiment un vrai sujet de société. On voit là dernièrement, il y a eu des articles sur des médias qui sont très suivis. Ces publications-là ont fait, c'est des publications qui ont été les plus commentées et partagées, donc on voit que c'est un vrai sujet. Quand on lit un peu les commentaires, on peut se dire, oulala.
où est-ce qu'on va. Donc, pour moi, les centres équestres, on est vraiment bah, les premiers acteurs de bah, un cheval, c'est quoi? Comment est-ce que ça vit? Et donc, l'enseignant, bah, forcément, est celui qui va faire découvrir le monde du cheval et le cheval au public non équitant. Donc, bah, on se doit de montrer une belle image. C'est notre mission, je pense, qui peut-être a changé par rapport à quelques années où c'était juste apprendre à monter à cheval. Aujourd'hui, on va apprendre à comment est-ce que ça vit un cheval, quels sont ses besoins, comment est-ce qu'on s'en occupe, et puis aussi la pratique de l'équitation. Mais je pense qu'il y a tout cet aspect-là qui est différent par rapport à il y a quelques années. Ouais. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, il faut vraiment être capable. L'enseignant d'aujourd'hui, c'est celui qui sait s'adapter et innover. Ouais. Et ce que j'entends, c'est que c'est aussi une égérie de notre sport et qui devrait être en tout cas Mm. figure d'exemple et de connaisseur au Mm. sens du cheval, aussi à Ouais. l'état naturel, pour qu'on fasse face à cet enjeu éthique Ouais. qui à la fois met en danger notre sport et nous donne l'opportunité de le faire évoluer Ouais. C'est pour vrai que mieux. moi, tu vois, je me dis si on ne change pas, si tu vois, il y a certains médias qui des fois montrent bah, des chevaux qui sont très embouchés, qui sont dans la défense. S'ils continuent de montrer ça et s'il y a ça sur bah, les compétitions notamment, bah, je me dis que dans quelques années, peut-être qu'on pourra plus monter à cheval. Enfin, tu vois, je sais pas, je me pose la question quand même. Ouais, je me pose la même Même question si que toi. effectivement, il y a aussi beaucoup de maltraitance chez des particuliers qui ont leur cheval, qui ne savent pas comment s'en occuper, mais c'est juste que c'est pas médiatisé ça. Ce qui est Mm. médiatisé surtout, ce sont les compétitions. Donc, bah, faut que les Exactement. cavaliers de haut niveau soient vraiment vigilants à ça. Et puis, comme je côtoie aussi quelques enseignants et notamment que je forme à la sophroéquitation, il y a ce double enjeu. Il y a l'enjeu envers les chevaux, envers le public et tourné vers l'extérieur. Puis il y a l'enjeu intérieur des enseignants qui se posent des questions sur le sens, hein, qui se posent aussi des questions d'éthique. Moi, à l'époque, ça a été ma question. Je me demandais pourquoi on faisait ça et pourquoi on le faisait comme ça avec autant d'artifices. Et le fait d'observer des pratiques aussi pas violente parfois, ça me dégoûtait un peu. Et j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, qu'il y a aussi un enjeu de garder dans le métier les personnes qui sont le plus dans la réflexion. J'ai l'impression que, sans me baser sur des études, que c'est pas que c'est les meilleurs qui partent, mais c'est que les personnes les plus sensibles qui se posent le plus de questions sont susceptibles d'arrêter davantage. Et il y a un enjeu aussi de ce point de vue-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, tu vois, c'était quoi, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, je me suis vraiment posé la question, bah, est-ce que je continue d'être monitrice d'équitation parce que est-ce que c'est louable de gagner ma vie sur le dos des chevaux et des poneys de club, tu vois? Vraiment, je me suis dit, mais enfin, toi, c'est hyper égoïste quand même, quelque part, quoi. Tu les fais tourner en rond pour toi gagner ta vie. Enfin, voilà. Et puis, bah, finalement, je ne savais pas quoi faire d'autre. Et donc là, à partir de là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour que leurs séances d'équitation soient les plus confortables possibles? Donc, tu vois, d'abord, j'ai revu un petit peu bah, tout leur matériel et tout ça, que déjà, ils aient du matériel bah, adapté. Et puis après, je me suis dit, bah, si j'étais un cheval ou un poney, bah, quel type de cavalier j'aimerais avoir sur le dos et quel type d'enseignant j'aimerais qui, tu vois, qui soit au milieu du manège et qui donne les consignes aux cavaliers. Et je me suis dit, bah, en fait, je voudrais avoir un cavalier qui soit détendu, qui soit relâché, qui soit confortable pour moi et surtout, en fait, qui sache où aller. C'est vrai que des fois, bah, les plus petits niveaux, ils sont là, ils sont à droite, gauche, gauche, droite, plouf, quoi. Et puis, bah, les plus gros niveaux, ils font des choses qui, enfin, voilà, ils pensent qu'ils savent faire, mais ça va pas. Donc, voilà, j'ai vraiment eu cette réflexion-là. Mais oui, effectivement, comme tu dis, sûrement ceux qui se posent ces questions-là sont bah, ceux qui sont les plus sensibles et qui, du coup, effectivement, se remettent en question et se disent, bah ouais, est-ce que vraiment c'est louable, de le faire, quoi. C'est ça. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir plein de nouvelles approches qui émergent et que du coup, potentiellement, ces enseignants qui se posent toutes ces questions et qui sont dans cette réflexion, elles peuvent avoir aussi des possibilités de faire évoluer leur clientèle. Mais en même temps, cette conduite du changement, intérieur mais aussi extérieur et purement business, c'est un vrai challenge pour les enseignants. J'ai l'impression, en tout cas ceux qui viennent, moi, dans mes formations sophro-équitation, on travaille un peu sur le marketing. Et ça fait peur de changer de valeur, de faire évoluer son offre, sa méthode. Et évidemment, il va falloir donner du sens, peut-être des fois se couper d'une certaine part de sa clientèle.
en Oui. attirer une nouvelle, mais ça fait peur ce changement. Quel écho tu as, toi, de tout ça? Bah oui, le changement, ça fait peur, c'est sûr, mais il est plutôt sain, parce que de toute façon, pour moi, si on veut bien vivre son métier, et donc être agréable avec les clients, et aussi être agréable avec les chevaux, parce qu'on va pas se mentir, quand on est fatigué, agacé, on perd patience. Donc s'il y a un poney, voilà, qui, je sais pas, qui avance pas assez ou quoi, peut vite s'agacer. Donc au moins, si on est calme, détendu, posé, forcément, on sera un meilleur enseignant, et pour ça, je pense que le seul moyen, c'est d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire, avec les valeurs qu'on a envie de partager. Parce que si c'est pas le cas, moi par exemple aujourd'hui, je pourrais être que coach CSO, peut-être que j'aurais beaucoup plus de cavaliers, mais en fait ça m'intéresse pas. Et comme ça m'intéresse pas, je sais que je vais pas être bonne enseignante, pas bonne coach. Donc en fait les résultats seront pas là. Et puis j'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Aujourd'hui, je préfère voilà coacher principalement Hunter parce que c'est vraiment ce que je préfère. Et au moins, quand le dimanche matin, même si c'est tôt et que je pars en concours, je suis hyper contente de y aller. Je suis hyper contente de passer la journée, même si, tu vois, il y a 10 jours, il faisait super froid. Bah, c'est pas grave, on passe quand même une bonne journée. Et du moment, en fait, qu'on est aligné et qu'on a envie de faire ce qu'on fait, même s'il fait froid, même si c'est pas toujours facile, voilà, l'envie passe par-dessus, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de faire de l'introspection personnelle et équestre, Ouais. d'aller oser voir qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui. Ouais, je dirais de vraiment savoir ce qui nous plaît et ce qu'on a envie de partager. Quels sont, moi des fois j'aime bien leur faire ça comme exercice là, aux enseignants quand je les ai en formation, c'est de prendre une liste de valeurs et d'en choisir 10, de faire un classement et de vraiment, voilà, celles qui sont vraiment, voilà, on peut pas transiger dessus, bah voilà, c'est focus dessus. Et moi, tu vois, Ouais, c'était bah, tu vois, la rigueur, l'harmonie et finalement, bah, quand tu lis ces valeurs-là, bah, c'est exactement celle du hunter. Donc, du coup, finalement, c'est logique que j'y sois, quoi. exact. Je fais exactement le même exercice que toi. Et après, avec les 10 valeurs classées dans l'ordre, je leur fais rédiger un paragraphe qui est leur vision de Ouais, l'équitation. Et puis après, je leur demande de prendre les trois premières, ça devient la mission en une phrase. trop bien. Et après, décliner en moyens d'application. Comment concrètement je peux Ouais, voilà. défendre Après, ma vision et ma mission. ouais. Yes. Donc il y a vraiment cet enjeu de connaissance de soi. Et puis, ben, on l'entend, et c'est vrai que tous les deux, je pense qu'on parle en connaissance de cause. On travaille tellement dans les chevaux. Parfois, on a aussi beaucoup de pression et d'attente de la part de parties extérieures. Ça peut être le banquier, ça peut être le mari, la femme, ça peut être les propriétaires des chevaux. Il y a aussi, du coup, cet enjeu de savoir se gérer émotionnellement et mentalement, Mm. d'avoir peut-être quelques outils. Eh ben, tu vois, moi j'ai remarqué que depuis que je suis moins 100% à fond cheval, toute ma vie dédiée à ça, et ben en fait, tu vois, le fait de faire du sport à côté, de voir des gens qui ne sont pas du tout dans le milieu du cheval, lorsque je reviens dans le milieu du cheval, ben tu vois, je reviens avec plus de recul, beaucoup plus de patience. Alors après, moi, je me suis fait une petite liste de règles de conduite, tu vois, mais par exemple, jamais de réaction à chaud, jamais de prise de décision à chaud. Et le fait, en fait, je pense qu'on est plus performant dans son métier quand on sait aérer l'esprit que si on est tout le temps focus cheval, cheval, cheval. Et je pense que moi, je l'ai fait, cette erreur, et je pense qu'on l'a tous fait, tu vois. Et finalement, je me sens ouais, plus performante et mieux dans ma peau, dans ma tête, depuis que des fois, j'ai des instants où on ne parle pas de cheval. Ouais. Je dis moi souvent, l'humilité au service de la paix, c'est un peu mon mantra. Et je Hmm. trouve que des fois, dans le milieu du cheval, on est tellement enfermé dans notre microcosme qu'on peut oublier que, en fait, ce qu'on fait, c'est quand même assez relatif et qu'à Ouais, l'échelle du monde, bon, complètement. pour la plupart, on C'est sauve pas des vies. c'est futile hein, de monter à cheval en Ça peut soi. être, c'est assez Bah, futile. Et quand on ouais, est assez honnête aussi pour se dire, bah, en fait, déjà, je le fais pour mon plaisir et le cheval n'a pas besoin de moi à la base, mais je l'ai mis dans des conditions qui le rendent dépendant. Je trouve que ça repose un peu les choses. ouais. Et puis aussi, voilà, je trouve que de s'ouvrir à autre chose, moi qui évolue dans plusieurs univers maintenant, Hmm. ça remet les choses en perspective et puis ça nous aide à relativiser, c'est clair. Ouais. Et tu vois, même à écouter des podcasts, on peut le faire quand on conduit, quand on fait le ménage. Enfin, il n'y a pas d'excuse à ne pas écouter de podcasts. Et tu vois, la dernière fois, j'en ai écouté un
où en fait la personne interviewait trois entrepreneurs et tu en avais un par exemple qui avait créé une machine pour récupérer de l'eau et donc qui mettait ça dans les pays où il y a très peu d'eau. Et en fait, c'était trois entrepreneurs comme ça qui avaient vraiment, tu vois, un impact sur le monde, quoi. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, enfin, moi, je sers à rien, tu vois, avec mes cours d'équitation et j'apporte rien au monde, quoi. Bon, finalement, après réflexion, mon conjoint m'a dit, mais si, tu apportes quelque chose au monde du cheval, donc c'est déjà ça, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi redescendre et parfois, moi, ce que je peux reprocher au milieu du cheval, c'est que bah, c'est un milieu qui est assez élitiste avec enfin voilà, on dit sport de riche, métier de pauvre, et on évolue avec des gens qui ont beaucoup d'argent, et c'est vrai qu'acheter un casque à 800 euros, enfin, c'est pas la vraie vie, quoi, en fait. C'est pas Ouais. ça la vraie vie. Aujourd'hui, en tout cas, dans le sport, c'est normal, mais c'est clair que c'est pas Ouais, forcément la vie. J'ai eu la même réflexion que toi. Fin janvier, je suis parti en Égypte et ben, là-bas, il y a des chevaux qui sont utilisés un peu de manière ancestrale ou moyenâgeuse, en tout eh cas oui, pour moi. J'ai eu beaucoup de peine et en même temps, il y avait énormément de gens qui avaient très envie de bien s'occuper de leurs chevaux, mais simplement, on n'a pas tous accès au même niveau d'information, aux eh mêmes oui. produits et on n'a pas tous les mêmes enjeux. Eux, c'est vraiment leur gagne-pain pour le coup et Mm. transportent les touristes. Et je suis rentré et je me suis dit, mais avec la sophrologie appliquée à l'équitation, je me suis un peu auto-jugé et je me suis dit, mais Romain, voilà, tu fais des trucs très superflus. Mais en même temps, bon, ça apporte de l'harmonie dans un milieu qui est déjà favorisé, mais où les chevaux pourraient ne pas vivre dans l'harmonie. Mais ça m'a donné envie de faire de l'humanitaire pour les chevaux de Ah, tourisme aussi, ouais. Bon, mais c'est vrai que chacun à son échelle fait ce qu'il peut. ouais. Est-ce qu'on n'essaierait pas maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la séance, l'enseignement en tant que tel? Pendant une séance, est-ce que toi, tu as des conseils à donner pour être un enseignant moderne, pour gérer ses cavaliers, ses séances, etc. Alors, moi, je commence toujours ma séance en fait par m'occuper du cavalier. En fait, je pars du principe que, en fait, aux chevaux, on leur doit bien ça, donc d'avoir un cavalier qui soit détendu, relâché. Donc, en fait, d'abord, et tous, hein, peu importe l'âge, le niveau, tout le monde y passe. D'abord, en fait, ils marchent en cercle autour de moi, sans les étriers. Bon, reine pas ajustée, tu vois, juste pour que le cheval reste en cercle autour de moi. Et là, je vais leur demander de faire attention à leur respiration. Alors moi, je suis pas aussi douée que toi en sophrologie et respiration, mais tu vois, je leur demande en fait de bien inspirer par le nez en gonflant le bas du ventre et de souffler par la bouche en vidant le bas du ventre. On fait ça plusieurs fois. Et ensuite, en même temps qu'ils font ça, en fait, je vais leur demander de percevoir tous les sons qui les entourent. En fait, ça, j'ai remarqué que ça les aide à se focus sur ce qu'ils sont en train de faire. Et, euh, et donc, on fait ça. Après, ils font pareil, ils continuent de bien respirer et ils font attention à leurs sensations physiques. Donc, l'air sur le visage, le casque, les points d'appui sur la selle. Et ensuite, je leur demande de faire attention à leur position, donc de bien avancer le bassin dans la selle, d'ancrer les deux ischions dans la selle, d'étirer leur colonne vertébrale vers le haut en imaginant qu'il y a de l'air qui passe entre chacune de leurs vertèbres. Je leur demande de détendre les traits du visage, les muscles du cou, les trapèzes, les bras, d'avoir un dos qui soit quand même tonique. Alors c'est comme un sapin, tu vois, où le tronc du sapin est souple mais tonique à la fois. Donc pareil. Et puis bah, bien relâcher aussi les articulations coxo-fémorales, relâcher les jambes, et puis le plat de la cuisse et des mollets contre le cheval. Et puis bah, voilà, d'avoir des bras bien relâchés. Et j'appelle ça le sas de décompression. Et honnêtement, ça prend 5 minutes grand max. Et je trouve que ça, enfin, ça change la vie en fait, parce que c'est vraiment, tu vois, le temps de pause où les gens sont arrivés aux écuries, ils ont préparé leur cheval, et le temps où ils vont travailler. Et Ouais, vraiment, en fait, ça recentre complètement les cavaliers sur ce qu'ils sont en train de faire. C'est ni plus ni moins qu'un peu de la méditation, hein. C'est voilà, se carrément. recentrer sur une chose. Mais voilà, tu vois, ça prend 3 à 5 minutes et à chaque fois, les gens, ils sont, ah ouais, mais on n'avait jamais fait ça et ça fait du bien. Et voilà. Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Et puis, bah, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, j'aime beaucoup, en fait, échanger avec le cavalier. Donc, bah, par exemple, je fais très attention au feedback. Donc, tu vois, quand ils vont faire leur exercice. Alors, oui, après, c'est peut-être que si je fais dans l'ordre, donc tu vois, il y a la détente. En général, les détentes, elles sont à peu près les mêmes. Tu vois, en fait, moi, j'aime bien avoir un plan de cours qui est toujours le même.
Donc au début, en fait, on fait ce petit sas de décompression. Après, on va faire une détente, bon, après adapté, tu vois, au niveau des cavaliers. Donc ça, c'est toujours pareil. Et après, dans le corps de séance, là, on va varier. Sur chaque séance, on varie. Mais c'est-à-dire que le plan, en fait, est toujours, le plan de la séance est toujours le même. Il y a juste, en fait, dans le corps de séance où bah, là, on va varier parce que moi, j'ai envie que quand les gens ils viennent, tu vois, que ce soit au centre équestre ou en cours particulier, que ce soit un peu comme le jour de Noël, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi? Tu vois, j'aime bien changer un petit peu, mais en soi, la structure reste la même. Et du coup, quand je fais mes feedbacks, eh ben, tu vois, une fois qu'ils ont fait l'exercice, ils viennent me voir. Et puis bah, là, je vais leur demander, bah, est-ce que tu peux me donner un point, enfin, globalement, qu'est-ce qui était bien? Tu vois, c'est un peu la technique du sandwich où d'abord, bah, voilà, qu'est-ce qui était bien. Alors, ça en a toujours qui vont dire, non, c'était nul et tout. Et en fait, bah, si je les force à aller chercher ce qui était bien. Et puis ensuite, c'est donne-moi un point à améliorer. Donc en général, soit on est d'accord, soit moi je vais en rajouter. Et ensuite, je leur redemande, bah, redonne-moi un point positif plus spécifique. Et voilà, et après, tu vois, ils refont l'exercice. Et après, quand ils reviennent me voir, je leur demande, bah, alors, comment est-ce que c'était ce parcours-là, par exemple? Est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'était moins bien? En général, c'est toujours mieux. Et puis bah, surtout, je leur demande, est-ce que tu as réussi à améliorer le point que tu avais amélioré? Et c'est vrai que je trouve que quand tu vois, ils repartent sur leur exercice, ils ont en fait presque qu'une seule chose à penser, c'est qu'est-ce que je dois améliorer? Et je trouve que ça, pour l'optimisation de la séance et de l'exercice, c'est vraiment bien de... Je trouve que enfin, j'ai des bons résultats, tu vois, avec ça, quoi. Et puis, bah, du coup, en plus, le fait de les obliger à leur dire quelque chose de bien sur eux ou sur leur cheval, bah, tu vois, ça les met aussi dans une dynamique positive. Et tu vois, bien souvent, ils sont, oh non, c'était nul ce que j'ai fait, machin. Et alors que pas du tout, en fait. C'est clair, c'est hyper important. Bon, bah dis donc, t'as l'âme d'une sophrologue, toi aussi, Euh, avec ces exercices de pleine conscience autour des sens, avec cette conscience respiratoire, et ce relâchement point par point que tu fais avec de la visualisation en plus. Génial. Bon, bah, Après, ouais, tu vois, j'allais te dire, toi, ça dépend un petit peu des cavaliers et tout ça, mais toi, par exemple, les cavaliers qui sont un peu stressés, ben, je peux les guider en même temps, tu vois. Je leur dis, allez, là, je me mets en équilibre. Et en fait, je parle, tu vois, comme si moi, j'étais à cheval, et finalement, en fait, ils se posent sur ma voix, et du coup, ils font, en fait, c'est comme si j'étais à cheval avec eux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Après, ça dépend un peu, tu vois, des cavaliers. Des fois, je dis rien, des fois, j'accompagne comme ça. Je m'adapte aussi en fonction, tu vois, du cavalier que bien j'ai. sûr. Et en même temps, bah, nous les humains, même si on adore tout ce qui est changement et les surprises, on a aussi besoin de rituels pour nous Hmm. rassurer. Oui, Et c'est c'est ça. chouette d'avoir des rituels de début et de fin de Mm. séance. Et puis en plus, tout ce qui est entraînement de l'esprit, c'est comme le corps, c'est à force de répétition que des Ouais, désancrages se font et que c'est de plus en plus accessible, style le relâchement conscient ouais, d'un groupe de muscles ou de l'ensemble des muscles, la ouais. maîtrise des pensées ou la génération d'images mentales. Donc c'est chouette. Et des fois, Oui, tu vois, ce que je leur... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ce que je leur fais faire aussi comme exercice, c'est que c'est eux, en fait, qui parlent en même temps. Ils disent ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, là, je me mets en équilibre, là, je me rapproche de la selle. Et je trouve, en fait, les faire réfléchir en même temps qu'ils sont à cheval, c'est bien aussi, parce que souvent, ils se mettent un peu en pilote automatique et ils oublient de respirer. Et voilà, c'est la fin du parcours. Et en fait, toi, les obliger à parler, ça les fait respirer et ça leur fait aussi conscientiser ce qu'ils sont en train de faire, quoi. exact. Ça me permet de faire le pont, ce que tu racontes avec ce que je voulais amener, c'est la pratique de l'écoute active. Mm. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément appris, mais apprendre à poser des questions ouvertes pour faire parler, à rebondir sur ce que le cavalier amène, à Mm. reformuler les propos aussi pour pouvoir s'assurer qu'on a bien Tout à compris, fait. pour que l'autre comprenne qu'il est écouté et qu'il ait aussi l'opportunité de s'entendre parler, voire peut-être du corriger. Je trouve que c'est important et on gagne tous et dans tous les milieux. Quand je forme des enseignants ou quand je forme en management, cette pratique de l'écoute active, elle est essentielle. Ouais. Avec les questions ouvertes, donc le CQQ c'est occupé. Comment, qui, quoi, pourquoi, quand, Ouais. où, combien. Ça c'est essentiel parce que c'est vrai qu'on a tendance à poser pas mal de yes-no question, comme on dit. Est-ce que? Et du coup, Ouais. bah, c'est oui ou c'est non. Et surtout, on a été bercé un peu comme ça. On a Ouais. tendance en tant qu'enseignant à dire, expliquer et à pas trop questionner Ouais. l'élève. Et tu vois, Et, des fois, je creuse, je fais pourquoi, donc ils me donnent une réponse. Alors pourquoi ça? Pourquoi, toi, les trois pourquoi à suivre, et des fois, toi, ça les fait un peu réfléchir et c'est pas mal.
Oui, je crois qu'il y a une règle qui s'appelle les 7 pourquoi ou les 5 pourquoi Ouais, ou moi, au bout je de 5 m'arrête ou à 7 3 trop pourquoi. 5 c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà bien. Mais c'est vrai qu'avec les pourquoi, tu remontes à la source. Ouais, Des fois, oui, je pense que mes élèves, des fois, ils se disent, non, mais c'est un j'ai pas enquêteur, compris. lui, ou quoi. Je comprends pas ce que je dis. Ouais. Et du coup, il y a ce principe d'écoute active. Il y a 5 composantes, l'empathie, les questions ouvertes, la reformulation, le rebond, le fait de rebondir, et le silence. Ouais. Ça, en tant qu'enseignant aussi, on doit apprendre à poser le silence pour laisser l'autre compléter son propos, laisser réfléchir. Et puis quand on s'autorise le silence aussi, du coup, bah, on sait que c'est OK d'avoir du silence, on se donne l'opportunité d'écouter vraiment l'autre pendant qu'il parle plutôt que de préparer ce qu'on va dire, ce qu'on veut dire, ce qui nous paraît plus important que ce qu'il est en train de dire. C'est bien de s'autoriser un petit peu de lenteur aussi dans le propos. Ouais, complètement. C'est pour ça que tu vois, je te disais tout à l'heure, bah, des fois aussi quand ils font l'exercice, je dis rien, parce qu'en plus, bah, des fois, tu vois, ils nous entendent pas à cheval. Mm. Et voilà, je dis rien, et après, voilà, on échange. Mais oui, complètement, t'as raison. Ouais. Exactement. Et en pédagogie pour adultes, on parle du triple A, qui est les phases d'appel, apport, ancrage. Donc, Mm. appel, c'est questionner, faire un exercice de découverte. Donc, ça peut être des questions, ça peut être un exercice un peu exploratoire, un peu ludique. Ça peut être faire regarder une vidéo à l'élève d'un cavalier qui représente bien l'aspect technique et le poser des questions pour voir ce qu'il a observé ou autre. Et apport, l'apport où vraiment bah là on délivre notre connaissance, etc. Et puis Mm. ensuite l'ancrage où soit on re-questionne, soit c'est l'exercice, la mise en application, où comme tu le dis bien, on se tait et on laisse expérimenter. Et c'est vrai que moi le jour où j'ai découvert cette phase d'appel, en plus de la posture de coach avec le questionnement ouvert, ça a pas mal changé mon approche pédagogique, quoi, parce que je commence toujours par des questions et par sonder ce que le cavalier sait ou ce qu'il est capable de conceptualiser lui-même Mm. avant de se lancer sur un exercice. Et en fait, les gens, on développe vraiment la capacité de réflexion, d'auto-analyse, Ouais. et on responsabilise beaucoup les cavaliers comme ça. Et pour le coup, c'est aussi les attentes du public adulte, peut-être par rapport aux enfants qui, eux, vont forcément moins être dans la réflexion, mais les adultes, ils apprécient vraiment ça. Les adultes, ils n'ont pas envie d'être tous champions du monde, ils ont envie de comprendre comment est-ce qu'on fait, de passer un bon moment et sans se faire peur. Et justement, s'ils réfléchissent à ce qu'ils font, s'ils comprennent ce qu'ils font, le pourquoi du comment, bah, ils auront plus de confiance en eux. Ouais, je te rejoins. C'est exactement là où je voulais Mhm. aller, c'est que cette compréhension et quand on sait ce qu'on fait, quand on le fait et pourquoi on le fait à ce moment-là, c'est hyper rassurant parce que la boîte à outils équestre, elle devient hyper tangible Ouais, versus quand on sait pas trop ce qu'on fait et qu'on se dit, oula, ouais, je vais me laisser un peu porter par le mouvement et par mes réactions musculo-squelettiques. C'est vrai que quand il y a de la peur, c'est pas facile d'aborder l'équitation ouais. comme ça. Mm, tout à fait. Ouais. Après, il faut pas aller non plus dans l'extrême. Il faut quand même que... Parce que des fois, moi, je me dis, bah, à se poser trop de questions, on s'embrouille et on se perd. Mais voilà, c'est effectivement trouver le juste milieu entre essayer de comprendre sans non plus se poser 150 000 questions et y aller, et feu, quoi. Exact. Et en même temps, s'adapter aux typologies des personnes et des Mm, personnes qui vont être hyper conceptuelles, hyper dans la tête, qui vont avoir besoin de comprendre beaucoup, donc il va falloir expliquer. Il y a des personnes où des choses plus intuitives, aller beaucoup plus sur le ressenti, ou simplement une métaphore, une image, ça peut déclencher pas mal de ressentis mm, techniques. ouais. Ouais, c'est clair, il faut s'adapter. Euh, Comment tu clôtures ta séance, toi? Alors, du coup, c'est en mode feedback sandwich, comme tu disais. Ouais, voilà, ouais. Et puis, bah, aussi, les projeter, ce qu'on va travailler les prochaines fois. Ça, j'aime bien. Parce que, Ouais, bah, de toute façon, il y a toujours des points à améliorer, c'est évident. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien, tu vois, les emmener en concours. Aujourd'hui, je coach principalement que des gens qui font de la compétition. Bah là, tu vois, on a fait un concours Hunter la semaine dernière. Bah voilà, on sait qu'on a à retravailler les lignes courbes, enfin les contrats de foulée en ligne courbe. Donc ça, hop, la prochaine fois, on sait qu'on va faire ça. Voilà, à chaque fois, j'essaie de les projeter sur ce qu'on va faire la prochaine fois. ouais. Moi, je fais comme toi, ce feedback sandwich que tu décrivais, il est vraiment essentiel Mm, d'aller lister les points forts, un axe d'amélioration, si possible, qui se base sur les points forts en mode mm, pour aller encore plus loin et pour valoriser encore davantage ses capacités, on pourra ceci ou cela.
Mm. Et puis terminer, oui, par une note positive un peu globale. Je trouve que Ouais. c'est essentiel. Et souvent, je le fais en mode questionnement. Donc, je demande à mes élèves ou aux gens aux enseignants que j'ai en formation de lister leurs points forts, de lister leurs axes d'amélioration et de faire un plan d'action. Et quand on le fait de vive voix avec les élèves, il arrive régulièrement que le plan d'action soit un peu flou. Mm. Et du coup, souvent, je pose la question comment? Parce que quand le plan d'action, c'est me relâcher, oui, comment? Quelle technique? Pourquoi? Euh, ouais, vraiment, en mode questionnement, je trouve que c'est important. Ouais. Et c'est vrai que le cerveau retient mieux aussi ce qu'il a cherché et produit lui-même. Donc, quand ça vient d'eux, bah, il y a plus de chances que dans le temps ou à la prochaine séance, ils s'en souviennent, quoi. Ouais. Et puis bah, remercier aussi, enfin tu vois, c'est tout bête, mais bah, les gens sont contents quand on les remercie pour la séance. Et en général, ils nous disent merci avant d'ailleurs, mais ouais, moi je fais toujours attention ouais, à les remercier, à remercier le cheval, une petite caresse. Faut que les chevaux, ils aient passé aussi une bonne séance avec moi. Voilà, mon objectif, c'est que les gens et les chevaux passent une bonne séance et qu'ils aient progressé ou travaillé ou répété leurs acquis. Mais voilà, le but, c'est de passer une bonne séance. On peut passer une bonne séance en s'étant dépassé, même si c'était un peu dur, bah, à la fin, on est content, quoi. Et c'est vraiment l'objectif. Je te rejoins. Moi, je les remercie aussi souvent pour leur écoute, parce que des fois, j'ai l'impression d'amener un peu des trucs perchés. Donc, du coup, je dis bon, merci de votre écoute. Quand c'est des nouveaux, je leur dis merci de votre ouverture d'esprit. Ça, c'est parce que je suis pas toujours sûr que ça soit reçu. Mais oui, remercier, c'est génial. Et puis, projeter, bah ouais, je trouve que ça, c'est hyper important dans un processus un peu plus macro, plus grand, pour montrer dans quoi t'inscrivait cette séance. Et ça me fait penser un peu à l'intro aussi. Moi, souvent en intro, et ça, c'est une des formations professionnelles du sophrologue, mais en fait, quand on est enseignant, on apprend ça aussi. À donner l'objectif de séance, Mm. l'intention, et puis le dérouler dans les grandes lignes. Je trouve Ouais. que ça rassure pas mal les cavaliers. Puis c'est l'occasion aussi d'ouvrir à des questions, s'il y en a, avant de commencer le travail. Mm. Complètement. Ouais. Et là, tu vois, je suis en train de créer là, une programmation. C'est je débute mes cavaliers à l'obstacle. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, tu vois, fonctionner par cycle. Et j'y pense parce que je l'ai juste à côté de moi. Mais toi, en général, c'est des cycles de 3 à 4 séances. Et à la fin du cycle, il y a un objectif. Et tu vois, plutôt que de dire, bah, il y a un objectif à la fin de l'année, le fait de mettre des objectifs intermédiaires comme ça tient les gens bah, en haleine toute l'année. Et bah, du coup, ils n'ont pas envie de louper une séance parce qu'ils se disent, bah, mince, je vais perdre un peu de temps. Et voilà. Et c'est vrai que le fait voilà, de fonctionner par cycle avec des objectifs qui soient assez rapprochés pour finalement atteindre un objectif final, j'aime, tu vois, là, c'est des petits pas par petits pas, quoi. J'aime bien Exact, fonctionner ouais, comme ça. et ça, c'est commun à tous les sports, même dans le business, hein. C'est le rétro-planning avec Ouais. les étapes, les phases et l'objectif global. Ouais. Et il y a quelque chose aussi que j'avais envie de partager. Tu m'as fait penser à ça avec tes exercices de début de séance, scan corporel et puis le retour au sens. Moi, il y a un truc que je trouve hyper aidant, c'est le mariage entre l'émotion et le besoin, tant pour les enseignants que pour les cavaliers. Quand il y a de faire un petit peu en début de séance, pourquoi pas poser la question au cavalier de comment vous vous sentez, si vous deviez Mm. nommer votre émotion aujourd'hui, bah, elle s'appelle comment? Ils sont pas obligés de le partager. Ensuite, pour ce travail émotionnel, je trouve que de la situer dans le corps, ça aide énormément à désamorcer l'émotion parce que on sait enfin où elle est, donc ça va. Elle est pas partout. Mhm. Et pour finir, oui, ce que je trouve essentiel, c'est de se dire, bon, bah, une émotion agréable, en gros, c'est un besoin qui est comblé. Je trouve ça important de comprendre pourquoi. Ouais, t'as Moi, je raison. suis joyeux parce que j'ai besoin d'harmonie avec mon cheval et là, je l'ai trouvé dans cette séance. Comment je l'ai trouvé? Mm. Donc là, c'est plutôt la technique. Et puis, une émotion désagréable, c'est un besoin qui cherche à être comblé. Et quand se centre sur le besoin exprimé par l'émotion, ça offre des possibilités justement d'aller combler ce besoin. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, ouais. Ouais. Et Et tu vois, tout quand il y ça, a on de n'est pas la du tout peur, formé en formation BPGEP sur tout ça, alors que on travaille avec des humains qui ne sont que émotions, avec des chevaux qui ne sont que émotions, et on parle pas de ce que tu dis, alors que c'est hyper intéressant et essentiel. c'est une question toute bête. Comment tu Mm. te sens et de quoi tu aurais besoin?
Si c'est agréable, t'as un besoin comblé. Et si c'est désagréable, t'aurais besoin de quoi? Parce qu'en fait, pour une même sensation, ou en tant qu'enseignant, on voit la même chose, genre un cavalier contracté agrippé aux rênes, bah, ça va pas être la même émotion, ça va pas être le même besoin, ça peut être de la Mm. peur, ça peut être de la colère, ça peut être de l'impatience. Et d'aller voir un petit peu le besoin qui est exprimé, ça permet de mettre des choses en place. Il y a les outils de gestion émotionnelle, hein, euh, qui vont être importants, mais aussi concrètement, du coup, bah, s'il y a un besoin de sécurité, comment on va retrouver de la sécurité? Peut-être qu'il faut tomber dans une allure ou un exercice plus bas, ou alors si c'est de la détermination, de la patience, bah, en fait, peut-être que pour aujourd'hui, on peut aller sur un exercice un peu plus avancé, si c'est OK avec le niveau du cavalier et l'état du cheval. Enfin, Mm. ouais, je trouve ça important. Et pour les enseignants aussi, et moi, ça me sauve la vie. Il y a vraiment des situations parfois où je comprends pas la réaction de mes élèves et puis vous pourrez, avant, je me serais vraiment agacé, voire fâché. Et là, je dis, soit je demande à la personne de quoi tu as besoin. Et du coup, ça Mm. me permet de voir si c'est accessible et Mm. si c'est OK pour moi. Euh, ou alors d'exprimer mon besoin. Et ça m'est arrivé il y a un an, je me sentais pas écouté et le timing n'était pas respecté pour mon stage et les gens faisaient leur travail à pied, mais c'était trop tard parce que je commençais la séance avec les d'autres personnes, etc. Je leur ai dit, bah écoutez, là j'ai vraiment besoin que vous soyez à l'heure et qu'au début du cours, vous soyez à mon écoute. Donc, est-ce que c'est OK pour vous de faire votre travail à pied en amont? Ouais. Et du coup, on a mis le cadre et de manière hyper bienveillante. Ouais, mais ça, c'est de la communication. Et moi, j'utilise aussi, tu dois connaître la communication non violente. Ou c'est vrai que tu vois, enfin, je suis quelqu'un d'assez émotif, donc des fois, tu vois, je peux parler un peu sous le coup de l'émotion. C'est pour ça que maintenant, j'ai appris à, voilà, pas de réaction à chaud. Mais c'est vrai que, ouais, le principe de la communication non violente, ça aide beaucoup. D'abord, en premier, tu vas décrire la situation où là, tu dis, bah, par exemple, je vois que vous êtes en retard, enfin, c'est un fait, voilà. Et après, tu vas exprimer, du coup, ton sentiment, bah, ça me gêne, ça m'est désagréable. Et ensuite, tu vas exprimer ton besoin. Donc, du coup, ça me gêne, c'est désagréable pour moi parce que j'ai besoin que vous soyez à l'heure car j'ai un cours après ou j'ai besoin d'avoir une heure complètement avec vous. Et après, là, tu vas exprimer ta demande. Bah, est-ce que vous voulez bien être à l'heure, être prêt maintenant? Et Exact. ça me fait OSBD, se passer. observation, sentiment, besoin, Ouais, demande. voilà. Ouais. C'est clair, c'est hyper précieux. Et en revenir aux faits aussi, Ouais, comme tu c'est l'as dit, ça. première C'est étape, juste que c'est plutôt ce concrètement. qui est factuel, parce qu'on voit souvent quand on échange avec l'autre, on est pris par nos émotions, parce que voilà, on est humain, mais voilà, en revenir au fait, voilà, il s'est passé ça, bah, on est déjà tous les deux d'accord sur cette chose-là. Donc déjà, d'être tous les deux d'accord, c'est une première chose. Et puis après, on va exprimer ce qu'on a ressenti. Carrément. Ça me fait penser à deux choses. Premier conseil aux enseignants qui nous écoutent et à tous les humains d'ailleurs, le livre de Marshall Rosenberg, donc le père de la CNV, il s'appelle Les mots sont des fenêtres. Il est super facile à lire, il y a plein d'exemples, donc si vous avez envie, vraiment, allez-y. Il est incroyable. Et ça me fait penser, et ça va faire le pont avec la notion que j'avais envie d'amener après, l'assertivité. C'est que dans la communication non violente, on joue le jeu de parler en tant que moi, en tant que je, et on évite le tu qui tue. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à être sur l'autre, à faire des Ouais. reproches. Et quand on parle en tant que soi, sur ce qui est important pour soi, sur comment on fonctionne, ce qu'on voit, ce qu'on ressent et ce qu'on pense dans la situation, déjà, ça enlève énormément de poids à l'autre aussi. Parce que, bah, en fait, ça te concerne pas, c'est juste ma réalité. Et ça, c'est chouette. Complètement, surtout quand on est enseignant, on est un peu dans une position de c'est nous qui savons, c'est nous qui jugeons. Bah, des fois, ça peut être mal pris si on dit bah, tu tires sur la bouche, tu fais pas ça bien. Bah, c'est vrai que oui, le tu, comme tu dis, c'est exactement ça. Que quand tu dis bah, je vois que il se passe ça, bah, du coup, après, c'est beaucoup plus facile de donner des consignes et des conseils, Complètement. de dire les choses. Surtout pour dire les choses, oui. Et surtout quand on est dans une démarche où on défend une certaine vision, de certaines valeurs, une approche, méthode, même si j'aime pas trop ce mot, en fait, des manières de cheminer vers ces valeurs avec un truc un peu concret, technique. C'est bien de pouvoir s'autoriser de parler en tant que soi. Moi, je sais que souvent, je fais face en stage à des résistances parce que j'ai aussi mes rituels, je fais beaucoup de travail reine longue, je reviens à des choses extrêmement essentielles de base, style être au-dessus de ses pieds, être capable de trotter au-dessus de ses pieds sans toucher la selle et sans toucher les rênes. Donc pour les gens qui ont fait de la compétition et qui ont un bon niveau, ils se disent non mais c'est Oui, quoi c'est son pour ça. délire? Euh, ou alors le peignage de rêne pour aller chercher de l'extension d'encolure avec un contact constant qui
même pendant les variations tête-encolure. Des fois, c'est un peu challengeant et du coup, de revenir je leur dis, bah voilà, tout ce que je vous propose, c'est juste mon approche. Ouais. Si vous êtes là pour le stage, est-ce que c'est OK pour vous de tenter, si, du moment que ça respecte votre vision du cheval, d'essayer et puis on en discute à la fin, voir ce que vous prenez ou ce que vous laissez. Et ça m'aide beaucoup déjà à leur enlever du poids, à leur dire, bon, ce que je vous amène, c'est pas la science infuse, donc tranquille. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que vous essayiez le temps du stage et puis après, vous voyez ce que vous prenez. Et du coup, moi, ça me permet de dire, bah, en gros, j'ai besoin que vous essayiez, que vous fassiez preuve de curiosité. Et eux, ça leur enlève le poids parce qu'ils disent, bon, bah, ce qu'ils me proposent, c'est juste une proposition. Et ce jeu du jeu, je le trouve chouette. Ouais, c'est vrai que moi, je souvent, enfin, ça me fait penser que je le réalise maintenant, tu vois, en t'écoutant, mais c'est vrai que je commence toujours mes stages en leur disant, bah, moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord m'occuper du cavalier, qu'ils se sentent pas jugés, ah bah, elle nous fait faire ça parce qu'elle nous trouve déjà tout de suite pas bien dans notre tête et tout ça, c'est, voilà, je leur dis, bah, je fais tout le temps ça, voilà, c'est une généralité, j'aime bien faire ça parce que, voilà, et tout de suite, c'est beaucoup mieux accepté. Exact. Et il faut qu'on prenne soin de l'ego, parce que nous, les humains, on a l'ego, et puis c'est un peu ça le problème des fois. Il nous sert bien, mais il y a des fois, il nous dessert. Et c'est vrai que donner du sens et de mettre ça en perspective à l'échelle du cheval ou d'une approche, ça permet de tranquilliser l'ego, de dire c'est pas parce que t'es pas bien, c'est parce que bah, je pense qu'on va commencer comme ça pour ci ou pour Mm. ça. Et ce que j'ai envie de dire aussi là, c'est que les enseignants, une fois qu'ils ont fait ce travail un peu introspectif de savoir ce qui est important pour eux en termes de valeurs, comment ils peuvent le défendre avec leurs outils, leurs connaissances, c'est de s'autoriser à l'exprimer et à donner du sens à ce qu'ils font, pourquoi ils le font comme ça, qu'est-ce qu'ils visent là-dedans. Je trouve que ça, il y a beaucoup d'enseignants qui se limitent, surtout comme on est un peu dans un tournant éthique pour les sports Mm. équestres. Il y a parfois un peu de timidité, de la peur du jugement. Et du coup, ça conserve un peu parfois un flou entre des élèves qui auraient besoin d'infos et l'enseignant qui propose quelque chose sans l'assumer à 100%. Mm. Et enfin, je trouve que quand les enseignants s'autorisent à défendre leur point de vue, mais tranquillement, euh, ça met tout le monde au clair. Ouais, ouais, puis des fois, enfin, moi je leur dis aux élèves, bah, tu vois, les premières fois où j'essaye des exercices, je leur dis, bah voilà, je dis aujourd'hui vous êtes mes cobayes, j'ai jamais fait ça, bah voilà, aujourd'hui on va faire de la cordelette dans un rond d'un 20 cours, voilà, on va préparer ça, mais je leur dis en fait, cash, bah voilà, j'ai jamais fait ça, je vais tester avec vous. Évidemment, au préalable, je l'ai quand même bien réfléchi et tout ça, mais ouais, j'ai pas peur de leur dire, bah aujourd'hui on va tester ça. Et en général, ils sont super contents parce que ah, on est les premiers à faire ça, tu vois. Oui, oui, oui. Je fais Mais comme toi, oser. c'est ça. Ouais, alors ça, il faut faire preuve d'humilité et de transparence en tant qu'enseignant. Moi, il y a plein de fois où je dis, bon, je sais pas, oui, enfin, je sais pas, ou je pense que c'est une des manières, mais il doit y en avoir d'autres. Donc la sophrologie, il y a des exercices qui sont très codifiés et qui sont vraiment nombrés et classés. Et parfois, j'invente des mouvements avec des exercices de méditation que je pratique et je me dis, tiens, cet exercice, si on le fait à cheval en mode synchronisation avec la respiration et l'intention comme en sophrologie, il y a tel intérêt technique et tel intérêt mental émotionnel. Et du coup, c'est souvent, je dis, bon, bah, ça, c'est pas de la sophrologie, c'est que moi qui l'ai inventé, mais est-ce que vous êtes OK de tester? Et c'est rigolo, ouais. Ouais. Du coup, pour finir, cette notion d'assertivité que j'aurais envie de définir, cette capacité à s'exprimer en tant que soi et pour soi, je pense, elle est pas mal importante pour les gens qui ont envie de défendre leurs valeurs, les enseignants qui ont envie de moderniser leur équitation, ou alors de s'autoriser à exprimer le moderne qui est déjà là et toutes ces nouvelles approches ou cette nouvelle vision, de s'autoriser à exprimer en tant que jeu, tout ça. Et ça enlève aussi beaucoup de poids à l'autre, parce que l'assertivité, c'est aussi ne pas attendre la validation de l'autre, son avis, et être tout à fait OK avec le fait de dire les choses, mais sans que l'autre ait d'obligation de répondre, d'adhérer ou de non adhérer. Mm, Et mm, ça, je trouve que c'est essentiel. mm, Il y a, ouais. Et les enseignants, en tout cas, qui viennent en formation sophro-équitation, on fait un peu de communication non violente, on travaille l'assertivité, etc.
Et ils se rendent compte que ça désamorce plein de situations qui avaient un peu un germe de conflit, mais en fait, ils l'arrosent pas. Donc, du coup, c'est plutôt de la compréhension et du dialogue qui Mm. germe. Hélène, comment tu aurais envie de clôturer cette discussion à propos de l'enseignement moderne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter ou, ou synthétiser? Comment tu aurais envie de clôturer cet épisode? Ouais, peut-être plus de synthétiser, c'est à d'oser faire ce qu'on a envie de faire, oser aussi aller chercher des ressources dans des milieux autres que l'équitation, écouter des podcasts de business, de développement personnel, de sport, de tout ce qu'on veut, mais s'ouvrir l'esprit. Enfin, j'aime pas faire des reproches, mais je dirais quand même que tu vois, ce qui mène à ce qu'on est aujourd'hui dans le milieu du cheval, c'est un manque d'ouverture d'esprit, peut-être. On est très en retard sur plein de choses, sur le management, sur la gestion des établissements financiers, enfin, et on s'est pas assez ouvert. Moi, tu vois, j'ai une amie qui bosse dans une grosse entreprise industrielle, mais elle a tout le temps des formations, elle est tout le temps en formation, hyper régulièrement. Je dis, nous, on n'a jamais, pareil pour les entretiens individuels, enfin, peut-être qu'en tant que salarié dans ma vie, j'ai dû en faire trois, tu vois, dont deux, on est arrivé avec une feuille blanche. Alors, est-ce que tu as des choses à dire? Ah, enfin, je suis la salariée, tu vois, enfin, et c'est se mettre un petit peu à jour de ouais, des connaissances qu'on a, enfin, tu vois, sur le management, sur la gestion des établissements, sur les relations interpersonnelles, sur la connaissance du cheval. Aujourd'hui, il y a plein d'éthologues scientifiques qui partagent toutes leurs expériences, tous leurs travaux. Et il faut s'y intéresser, il faut s'ouvrir. Enfin, on a plein de ressources avec Internet, les livres, les podcasts. Donc, ouais, je dirais la conclusion, ça serait ça, c'est oser s'ouvrir à autre chose et c'est ce qui nous apporte, et c'est ce qui nous permet d'être plus performants après. Ouais. Donc en fait, on a tout intérêt à le faire, tu vois. Je te rejoins complètement. Et je dirais que ben, le premier enjeu pour servir ce que tu dis là, c'est de gérer son temps. Donc c'est encore ça un autre Mm. enjeu pour lequel il y a beaucoup de formations en entreprise, la gestion du temps, des priorités, mais c'est peut-être se mettre un créneau d'une demi-heure par semaine où c'est juste une demi-heure de Mm. culture où on va Exact. chercher des infos sur Internet, écouter un podcast, on avance sur un bouquin et on va chercher ailleurs, effectivement. Mm. Moi bah, quand j'ai arrêté les chevaux, j'ai fait des études de commerce et aujourd'hui j'enseigne le commerce en école de commerce et le management du coup. Et waouh, les outils que ça donne. Et quand j'ai fait cette démarche réflexive de me rendre compte dans les écuries à quel point on était très mauvais en management, à quel point on fait que de l'émotionnel, parfois de la perversion narcissique, du chantage, waouh, c'est horrible. Et il y aurait certainement moins de turnover s'il y avait des moniteurs ou des gérants qui étaient formés en management, ça c'est clair. Peut-être moins de banqueroute aussi parce que bah, il y a des choses à Complètement. savoir sur la gestion d'un business, Bien c'est clair. sûr, bien sûr. Donc voilà, ouais. Prenez du temps pour ça. Au début, c'est dur parce que bah, le cerveau, il met 21 jours à prendre une nouvelle habitude. Donc les premières semaines, ça va être chaud de se réserver une demi-heure. Mm. Mais une fois qu'on l'a, plus ça va aérer l'esprit. Donc c'est win-win, quoi. Ouais, complètement. On nourrit business, puis on prend du temps autre pour soi. Mm. Moi, ce que j'aurais envie de dire pour clôturer cet épisode, mais c'est un peu, c'est juste mon fonctionnement à moi, c'est de rattacher les wagons dans une systémie, c'est-à-dire rattacher, quand on développe une approche de l'équitation, un enseignement, essayer de voir ces relations d'interdépendance entre le cheval et son fonctionnement en tant que cheval, l'humain et son fonctionnement en tant qu'humain, et le sport et son fonctionnement en tant que technique. Et d'essayer de tisser des liens avec notre appétence et notre bagage entre le cheval, l'humain et le sport. Et ça permet aussi ensuite de pouvoir donner du sens quand on va aller explorer quelque chose avec le cheval dans la séance, de dire ben, avec quoi c'est en lien d'un point de vue technique et pourquoi on a besoin de travailler sur l'humain pour permettre cela au cheval et que ces deux-là, ça va offrir ça à la technique. Donc en tout cas, cette notion de systémie et Mm. d'interdépendance, je la trouve importante. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis content que tu sois d'accord, même si je n'ai aucune attente parce que je fais de l'assertivité. Non, je rigole.
Ok, bah super. Alors Hélène, où est-ce qu'on peut retrouver ton contenu, tes bouquins, tes stages? Comment ça se passe? Alors sur Instagram, donc c'est Hélène Bourgoin. Donc Bourgoin, c'est Bourgoin avec le tiré du bas. Sur Facebook, Hélène Bourgoin, le club des enseignants bienveillants. Et Spotify et Apple Podcast pour le podcast Secret avec un S, donc secret de carrière. Trop bien. Et toi, Merci du beaucoup. coup, où est-ce qu'on peut te Et retrouver? moi, bah, ça va être Sophro-Équitation, donc les réseaux sociaux, le site internet. euh, voilà, ouais, il y a tout ce qu'il faut là-dessus, les stages, les formations, le programme en ligne. Et puis, le 8 mai prochain, il y a mon livre Équitation consciente qui sort chez Vigo. Et il y a donc un chapitre sur l'enseignement moderne de l'équitation où je livre pas mal de clés de ce que je sais de la pédagogie pour adultes appliquée à l'équitation et avec une préface de Michel Robert. Donc ça, c'est très chouette aussi. Cool. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Hélène, pour cet échange. C'était hyper nourrissant. Ben, merci à toi. Euh, et pour tes stages, alors, tes événements en physique, est-ce qu'il y en a? Oui, alors là, j'ai un emploi du temps assez chargé. Faut que je m'y retrouve. Au mois d'avril, je serai dans les Alpes pour des stages Hunter. Voilà, après des coachings sur les étapes du Grand National Hunter. Grand National, ouais. Ensuite, au mois de juin, tu vois, la nouvelle vient d'arriver, je serai en Nouvelle-Calédonie. Euh, Waouh, Ouais, c'est un grand voyage. Du 1er au 15 juin, je vais donc former des enseignants là-bas, en salle, à cheval, sur le hunter, sur la pédagogie. Et puis, je vais trop bien. aussi faire monter des cavaliers là-bas. Donc, ouais, un grand voyage en perspective. Et puis, écoute, peut-être d'autres aussi dans d'autres pays cette fois au cours de l'année. Donc, ouais, je suis vraiment très, très heureuse. Trop chouette. Bon, bah, écoute, super. Profite bien. Et oui, ça je l'ai pas dit, mais comme on a un épisode sur l'enseignement, donc moi tous les hivers il y a une formation enseignant sophro-équitation, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà pour la minute marketing. Merci Hélène, c'est trop cool et on Merci à se toi, dit Romain. à bientôt. À bientôt.